On enchaîne avec Christophe Streb. Christophe, vous êtes postdoctorant à l'Institut historique allemand de Paris depuis 2022. Vous êtes titulaire d'une thèse en cotutelle entre l'EHESS et l'Université d'Heidelberg, soutenue en 2020. Et vous allez en tirer un livre qui sera publié, je crois, très prochainement, dans les semaines ou les mois qui viennent. Moi, plutôt, ouais. Dans la collection Oxford University Studies in the Enlightenment. Et ce sera sous le titre Radical Writers and the Media Revolution in the Late Enlightenment. Et nous attendons avec impatience de savoir ce qui se cache derrière ce titre énigmatique, le feu médiatique. C'est à vous. Oui, merci beaucoup de ma part. Je suis très heureux d'être sur ce panel. Commence avec ce titre un peu énigmatique, qui est, vous l'aurez sans doute compris, d'une certaine manière un jeu de mots. Le feu médiatique, dans un colloque sur les lumières médiatiques. Le point de départ de mon exposé, pourtant, ce n'est pas quelque chose de très abstrait, une idée spéculative du feu médiatique, mais plutôt l'observation empirique que l'image du feu était déjà utilisée à l'époque pour décrire l'écriture, l'édition ou la lecture. D'où deux questions simples. Quel rôle le feu occupait-il dans l'imaginaire médiatique du XVIIIe siècle? Et qu'est-ce que cela signifie que les hommes et les femmes des Lumières aient utilisé un tel langage pour décrire la communication médiatique? Pour situer le feu dans le discours de l'époque, je parle de l'hypothèse qui avait un lien entre l'image beaucoup plus importante de la lumière et celle du feu, que la première était souvent l'arrière-plan, même la matrice de la seconde. Il y a même quelques occasions où le feu et la lumière apparaissent ensemble. Et je cite deux exemples sur lesquels je reviendrai plus tard. D'une part, il y a le slogan du journal Neues Patriotisches Archiv, publié en 1792 par Friedrich Karl von Mose, qui va en allemand « Zum Leuchten, nicht zum Zünden », et je traduis « pour éclairer, pas pour enflammer ». Et puis, deuxièmement, le frontispice d'un recueil de fragments concernant Simon-Nicolas-Henri Linguet, publié en 1801, qui porte l'inscription « Il brûle, mais il éclaire ». Alors, sur la base d'un grand nombre d'études, on pourrait dire que l'image de la lumière au XVIIIe siècle possédait des significations importantes. D'une part, la métaphore était utilisée pour décrire une activité critique et pédagogique consistant à éclairer la population en combattant l'obscurité et les ténèbres. Et d'autre part, la lumière connotait une dynamique collective, voire un processus historique d'émancipation, le siècle des Lumières. Dans le cadre de ce panel, j'ajouterai un troisième élément, à savoir que l'image de la lumière était également beaucoup utilisée pour décrire l'écriture, l'édition, la lecture. C'était, en d'autres mots, un imaginaire médiatique. Et je cite un autre texte célèbre de Malesherbes, Mémoire sur la liberté de la presse, qui rédige en 1788, où il écrit « C'est cet art, l'impression, qui répand sur toute une nation les lumières qui autrefois n'éclairaient qu'un petit nombre de sages. » Donc, on connaît bien ce genre de citation, et donc c'est tout à fait représentatif, me semble-t-il. Alors, lorsque le feu était cité par les contemporains, c'était souvent en prolongeant implicitement et parfois explicitement cette réflexivité sur la relation entre l'imprimé et les lumières. D'une certaine manière, le feu occupait la même place dans le débat, mais servait à avancer d'autres arguments. Nous verrons que l'imaginaire du feu était un moyen de mettre l'accent sur certains éléments problématiques de la révolution médiatique des Lumières, et avant tout la capacité des médias à mobiliser les émotions du public dans une mesure qui n'était plus jugée acceptable. Mon intervention analysera l'imaginaire médiatique du feu à partir d'un choix de textes français et allemands des dernières décennies du XVIIIe siècle.
Une bonne partie de mon exposé sera consacrée à une cible préférée de l'image du feu, un type émergent d'écrivains politiques pratiquant une écriture flamboyante tout en visant les réactions émotionnelles d'un public médiatique en pleine expansion. C'est à l'émergence de ce type d'écrivain que j'aimerais appeler le publiciste et en relation avec sa révolution médiatique, avec la révolution médiatique du XVIIIe siècle en particulier, que j'ai consacré ma thèse qui sera publiée prochainement. J'espère que vous m'excuserez si je continue à revenir sur ces enfants gâtés des philosophes des Lumières, si l'on veut, qui sont particulièrement intéressants parce que l'image du feu faisait partie de leur propre idée d'eux-mêmes et avait ainsi une influence sur leur pratique médiatique. Vers la fin de mon exposé, je m'intéresserai également, de manière un peu plus générale, à une réflexivité plus systématique sur la communication médiatique dans ces années-là, où le progrès des Lumières semblait être remis en question par le feu médiatique dans un sens beaucoup plus global. Commençons par un premier exemple, la citation que j'ai déjà mentionnée sur Linguet. Il brûle, mais il éclaire. On la trouve sur le frontispice, je viens de le mentionner, d'un recueil de fragments de cet écrivain publié par Charles-Yves Cousin d'Avallon en 1801. Il brûle, mais il éclaire, c'est censé être un mot de Voltaire sur Linguet. Et en réalité, le compilateur reprend en d'autres termes ce que Voltaire avait écrit sur Linguet en 1773 dans un pamphlet concernant une affaire judiciaire qui les occupait tous les deux à ce moment. Je cite, « On s'est plaint de sa vivacité, mais il faut pardonner à son feu qui brûle en faveur de la clarté qu'il donne. » Le feu de Linguet, pour Voltaire, est un feu utile, semble-t-il, geste intéressant sur lequel je reviendrai. Mais derrière cette défense de Linguet, dans ces mots, il y a un fait qui me semble plus substantiel, à savoir que c'est que Linguet est attaqué pour son feu de façon systématique par toute une série de publications sur une période d'environ 2 décennies. En effet, des années 1770 jusqu'à sa mort en 1794, toute une série de textes sont publiés pour critiquer la production littéraire de Linguet, notamment ses spectaculaires mémoires judiciaires, son périodique Annales politiques, civiles et littéraires du XVIIIe siècle, ses pamphlets, ses lettres ouvertes dirigées contre les personnalités littéraires et politiques influentes de son temps. Le personnage de Linguet reste difficile à classer en raison de ses opinions variées, mais ce qui réunit toutes ces attaques contre lui, c'est une réflexion commune sur la communication. Linguet est jugé pour ses transgressions médiatiques et on pourrait même dire qu'il devient une sorte de symbole des craintes très particulières des Lumières face à la révolution médiatique. Dans les textes contre Linguet, l'image du feu est mobilisée tout d'abord pour décrire son style, compris dans un sens large. On peut citer une comparaison entre la plume de Linguet et une torche. Je cite, « On croit le voir, sa plume à la main, comme une torche allumée, descendre du haut de chaque page, tel qu'un grenadier à l'assaut descend du haut de la muraille dans la place qu'il veut saccager. » Avec une métaphore légèrement différente du répertoire médical, une autre publication de 1780 parle de la fièvre de Linguet. Il se montre toujours quand il faudrait ne pas le voir. C'est l'effervescence et l'ardeur de la fièvre, non la chaleur douce d'une bonne santé. Ou si nous jetons un coup d'œil de l'autre côté du Rhin, où Linguet est également très commenté, nous lisons dans le journal Hyperboreische Briefe, et je mets la citation en allemand, mais je traduis en français à l'oral. Ces écrits sont parfois des météores brillants qui apparaissent dans le ciel littéraire, jouant avec leurs couleurs inimitables, un beau spectacle pour les dilettantes. Et lorsqu'ils disparaissent de l'horizon, ils ne laissent derrière eux que de la vapeur.
Ces descriptions du feu ne sont pas tout à fait équivalentes, mais elles ont des points communs. Ceux qui critiquent Linguet utilisent l'univers métaphorique du feu pour s'attaquer à un certain style d'écriture dont le feu décrit et juge les qualités distinctes. C'est d'abord une violence polémique particulièrement prononcée, le flambeau du soldat, puis c'est un investissement démesuré de la personne de l'auteur dans ses écrits, l'égomanie fiévreuse de Linguet. Et enfin, c'est une performance spectaculaire, le feu brillant du météore. Cette critique est basée sur le contraste explicite ou implicite avec une vision optimiste de la communication médiatique qui passe par la critique, la discussion, l'éducation. Souvent, pourtant, l'impression que donnent ces sources sur Linguet et autres est celle d'une certaine inquiétude face aux médias. Peut-être ce n'est pas si facile de faire la distinction entre l'écriture qui éclaire et l'écriture qui brûle. Pour mieux comprendre cette inquiétude, je voudrais me focaliser sur un deuxième exemple, le journal de von Moser que je viens d'évoquer. Dans les années 1780 et 90, ce juriste et écrivain, issu de la petite noblesse sud-allemande, déjà âgé d'une bonne soixantaine d'années, participe à l'essor d'un nouveau journalisme patriotique qui se met en place à ce moment. Un élément particulièrement intéressant dans le journal de Moser, et l'historien de la philosophie James Schmidt l'a déjà souligné, c'est une réflexion sur l'état présent des Lumières allemandes. Ces textes s'inscrivent dans un débat qui part en fait, des réflexions célèbres sur l'Aufklärung du début des années 1780 et qui porte d'une certaine manière plus loin ou qui dit beaucoup plus explicitement, qui discute beaucoup plus explicitement la dimension médiatique des Lumières. Dans ce cadre, Moser, lui aussi, utilise la métaphore du feu pour signaler un danger médiatique pour les Lumières. En 1792, son journal contient plusieurs longs commentaires qui dénoncent le feu. Et je cite, ou je traduis, « Toute bonne police empêche et interdit de porter de la lumière sans lanterne dans les endroits inflammables, dans les greniers à foin, dans les étables, etc. Nulle part il n'est permis au nom du danger de mort d'aller avec de la lumière dans les poudrières. » Comme le font quelques-uns de nos modernes Aufklärer, éducateurs et porteurs de lanternes. Malgré ce ton assez défensif, il serait pourtant beaucoup trop simple de considérer Moser un écrivain réactionnaire. Ce qui est particulièrement intéressant chez lui, c'est que la distinction entre le feu et les lumières s'avère compliquée. Et que c'est cette différence même que Moser met en scène dans ses écrits en présentant l'alternative entre lumière et feu comme un choix important mais difficile. Déjà, son slogan « pour éclairer, pas pour enflammer » évoque un problème, une tâche, mais pas de solution. Comment faire la distinction entre la lumière et le feu ? Quand il y a lumière, Moser en insiste dans les pages de son journal, on ne peut pas éviter un certain risque d'incendie. Il n'hésite pas de prendre la défense des Lumières contre ses détracteurs obscurantistes. Je le cite, « Devrait-on s'asseoir dans l'obscurité sans lumière afin d'éviter l'imprudence de provoquer un incendie ?» Il ne faut pas interdire, Moser en insiste explicitement, il ne faut pas interdire les livres et incarcérer les auteurs énergiques. L'idéal de Moser, c'est une sorte de juste milieu entre l'obscurantisme et l'agitation ouverte du feu médiatique. Je résume ce que nous avons vu jusqu'à présent. On peut dire que l'image du feu est utilisée quand les contemporains ont l'impression que certains écrivains ont perdu la juste mesure. Par exemple,
quand leur écriture devient trop émotionnelle, trop polémique, trop personnelle. Mais nous avons également vu que le feu est une métaphore ambivalente. Souvent, elle sert de point d'interrogation en sein d'une réflexivité des lumières médiatiques sur elles-mêmes. Il n'y a pas de doute qu'il faut écrire, qu'il faut publier. Mais comment ? Quelle chaleur est légitime ? Le feu est un risque qu'il faut accepter au prix d'une certaine manière des lumières. C'est ici qu'une question doit être posée. Quelle réalité, en fait, accorder à ce feu ? S'agit-il d'un fantasme, voire d'une stratégie rhétorique pour faire taire les auteurs dont on n'apprécie pas les opinions ? J'aurais plutôt tendance à affirmer le contraire. La métaphore du feu était une manière de réfléchir aux conséquences d'une véritable transformation de la communication à ce moment-là. Ce n'est pas une angoisse paranoïque des élites intellectuelles que Linguet veuille changer les conditions du débat public par son feu. Il veut vraiment le faire. Lorsque l'abbé André Morlet dénonce le style de communication de Linguet dans un pamphlet qu'il publie en 1775, il affirme que c'est Linguet lui-même qui est fier de son feu et que cela fait partie du problème. Je cite, « Car si M. Linguet doit écrire encore, s'il doit encore attirer l'attention par les mêmes moyens qu'il a employés jusqu'à présent, on ne pouvait pas espérer de le voir jamais tranquille. Avec son esprit vif, sa vigueur, son ardeur, son feu, sa facilité et son défaut de politique, toute qualité qu'il s'attribue ainsi qu'on le verra plus bas, il sera trop difficile de trouver M. Linguet vacant, sans ennemis et sans affaires sur le bras. Ici, la nuance est importante. Selon Morellet, c'est Linguet lui-même qui utilise un langage du feu pour décrire son propre style. Et cette proclamation du feu fait partie de toute une stratégie médiatique pour attirer l'attention des lecteurs. Les écrivains de feu, pour Morlet, sont ceux qui trouvent toujours des nouvelles occasions de se battre avec tout le monde, ceux qui créent sans cesse des scandales et des problèmes publics. Ce que Morlet dénonce ici, par conséquent, c'est un programme de provocation dans un contexte particulièrement sensible. En effet, toute une série d'écrivains de cette époque revendiquent le feu comme une qualité de leur écriture. Je cite que 3 auteurs qui donnent au feu un caractère presque programmatique. Louis-Sébastien Mercier, par exemple, insiste sur la nécessité du feu pour construire l'engagement de l'écrivain. Je le cite. « Le désir généreux de venger les frères de l'attentat des méchants enflamme son courage. Et si vous croyez que la vanité seule conduit sa plume, hommes ingrats, regardez les persécutions qu'il essuie, son exil, sa vie errante, ses malheurs. » Le journaliste allemand Christian Friedrich Daniel Schubert est moins explicite en ce qui concerne les gens de lettres en général, mais il insiste à plusieurs reprises sur son propre feu à lui et parle beaucoup de ses effets. Dans un texte autobiographique qu'il rédige vers la fin de sa vie, il résume brièvement « J'avais du feu. Je savais comment captiver les gens. » Enfin, mon troisième exemple, c'est Linguet lui-même, qui lui aussi utilise un langage du feu, comme Morellet l'a remarqué, et je mets ici la citation en fait, auquel Morellet semble répondre. C'est un texte un peu compliqué, et c'est Linguet en fait qui parle ici sur Linguet lui-même, mais en prenant dans le voix, dans une sorte de situation fictive où ils mettent en scène Morellet parlant sur Linguet. Mais en fait, c'est Linguet qui parle ici sur soi-même et sur son propre feu. Autre détail que je trouve intéressant, Linguet utilise même le feu pour construire son sceau personnel qu'il obtient probablement avec ses lettres de noblesse autrichiens vers la fin des années 1780.
et on y voit 2 plumes croisées entourées par des petites flammes. Donc voilà un programme du feu. Vers la fin du XVIIIe siècle, si l'on rencontre de plus en plus l'image du feu dans les propos que tiennent les écrivains tels que Linguet, Schubart ou Mercier sur eux-mêmes et leurs confrères, cela fait partie de la construction d'une nouvelle posture d'auteur, pour utiliser une expression développée surtout par le sociologue et écrivain Jérôme Mézot. Posture d'auteur, donc une nouvelle manière de se mettre en scène qui a des influences importantes sur la dynamique de la communication médiatique. Dans la posture du feu, on retrouve sans doute la culture du sentiment du XVIIIe siècle tardif qui a déjà été évoquée hier. Mais ce n'est pas tout, je crois. Il y a aussi des éléments qui peuvent être liés à une stratégie spécifique de concevoir la figure de l'écrivain qui passe par son courage et une attitude belliqueuse qui sert de garantie pour sa véracité et la validité de ses propos. C'est notamment Michel Foucault qui a discuté ce geste sous la notion grecque de la parousia. Ainsi, pour Linguet et d'autres publicistes de ces décennies-là, le feu médiatique, c'est aussi un style de communication. C'est un programme adapté à une nouvelle réalité médiatique. Une écriture personnelle et intéressante, une volonté de provocation très développée et le désir de mobiliser les émotions des lecteurs et lectrices. Tout ça fonctionne particulièrement bien dans une situation où la logique dynamique du système médiatique se fait de plus en plus sentir. C'est dans ce contexte qu'on perçoit un véritable conflit entre différents modèles de l'écrivain. La posture du feu s'ouvre pour un idéal de communication médiatique qui va plus loin que l'idée de répandre la lumière. C'est souvent s'attaquer à la culture des élites, rejeter les compromis avec les autorités tout en s'adressant explicitement à un public hétérogène rompant avec l'idéal d'un long processus d'éducation. En sens inverse, critiquer le feu est une manière précisément de discréditer ces innovations. Au même temps, cette question de l'écrivain s'inscrit toujours dans un débat réflexif plus large sur la révolution médiatique. Dans le temps qui me reste, j'aimerais élargir la perspective et examiner le rôle de l'image du feu dans ce débat plus large. Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, on assiste à une réflexivité assez générale sur ce qu'Antoine a appelé l'obstacle médiatique. À côté d'un vocabulaire issu des mondes de la médecine, par exemple, ou du théâtre, l'opposition lumière-feu me semble un autre élément intéressant de ce débat. En effet, la question de l'écrivain était en réalité souvent moins importante qu'une préoccupation plus substantielle concernant le public, le cœur du programme médiatique des Lumières. Cela explique pourquoi la question de la lecture, notamment par des couches de la population considérées comme moins éclairées, ait suscité un débat intense et ambivalent vers la fin du XVIIIe siècle, aussi bien en France qu'en Allemagne. Parmi une bonne douzaine de publications en allemand traitant des dangers de la lecture dans ces décennies-là, le feu est évoqué pour déplorer les conséquences néfastes de la lecture excessive. Et je cite une publication emblématique. C'est un réveil terrible au bord du gouffre et le feu fait rage en lui. Et lui, c'est le lecteur, la lectrice, et consume le dernier germe de son repos. Alors il se met à gémir, maudit le livre dans lequel il a trouvé l'étincelle qui a mis le feu à sa passion. Une telle idée de la lecture renverse une conviction clé des Lumières selon laquelle la lecture solitaire sera nécessairement moins enthousiaste et moins violente qu'une interaction à l'oral dans une situation de coprésence. Elle symbolise ainsi un doute fondamental sur le fonctionnement de l'imprimé et le comportement du public.
De même, les publications qui dénoncent le style de Linguet s'intéressent aussi et parfois surtout au comportement de ses lecteurs et la dynamique médiatique stimulée par ses écrits. Dans une publication ironique de l'année 89, qui invente des publications imaginaires des écrivains charlatans du moment, on trouve par exemple ce titre donc tout à fait imaginé, le bout de feu ou manière de répandre la discorde dans la société dédiée aux femmes, par Simon-Nicolas-Henri Linguet. Et puis, à la chaleur de son style, à la hardiesse de ses assertions, à la force de la logique, on reconnaît tout de suite l'empreinte de son génie, ainsi le commentaire ironique. Le palais royal, dans les titres du livre, symbolise les éléments les plus transgressifs d'un marché semi-clandestin de livres en France dans les années 80. Les contemporains dénoncent donc le feu de Linguet parce qu'il favorise une certaine situation de réception qui est jugée problématique. L'accent est mis sur l'attention d'un lectorat hétérogène et les femmes sont explicitement mentionnées, mais le livre ou le débat critique aussi l'effet de disruption produit par les interventions spectaculaires de Linguet dans le débat public. De telles observations conduisaient parfois à des considérations systémiques sur le progrès des Lumières et les dangers d'un mauvais usage de l'imprimé. Le mémoire sur la liberté de la presse, rédigé par Malesherbes, représente une telle considération. L'auteur, bien connu, homme des Lumières et membre du Conseil du roi, il fait l'éloge de l'imprimé, c'est vrai, mais il déplore aussi une situation où, je cite, « les têtes chaudes, têtes exaltées écrivent et se permettent tout ». Ces écrivains s'imposent dans le débat public parce qu'ils savent captiver l'attention du public par leur feu, alors que les auteurs modestes, je le cite, les auteurs modestes et raisonnables n'ont pas un amour de célébrité assez violent pour y sacrifier leur tranquillité. Et Malesherbes ajoute: il est souvent bien à désirer que ceux qui s'occupent d'objets si intéressants cherchent à éclairer le public plutôt qu'à l'échauffer. L'horizon du feu médiatique dans cette réflexion, j'y insiste, n'est pas nécessairement la violence populaire, mais c'est plutôt la lecture diffuse et hétérogène d'un public dont la composition échappe aux observateurs. Une législation inadaptée aux transformations médiatiques et la naïveté du lectorat, selon Malesherbes, peut produire un chaos intellectuel qui risque de perturber sévèrement la progression des Lumières. Contre la perception d'une volonté de provocation et de scandale, Malesherbes appelle à une forme d'intelligence stratégique pour sauver les Lumières et pour arrêter les infractions à la loi. En Allemagne, Moser va même plus loin en conceptualisant la révolution médiatique comme une force historique presque fatale, trop importante pour être arrêtée, vu la logique propre du marché du livre, l'audace des écrivains et la soif de lecture dans tous les États. Je le cite: « Étant donné la nature, l'orientation stratégique et l'indépendance de la librairie, la liberté et l'insolence de tant d'écrivains et l'insatiable envie de lire de toutes les couches sociales. » La publicité créée par la révolution médiatique, selon Moser, peut avoir des conséquences très utiles, mais aussi dangereuses. Et c'est ici que l'image du feu intervient de nouveau. Je le cite: « Le torrent de la publicité, dans le bon comme dans le mauvais sens, ne peut plus être arrêté. Les temps sont passés et il est trop tard pour vouloir bloquer la lumière. Plus le temps passe, plus il s'agit de savoir si cette lumière devra prier et éclairer ou si elle devra enflammer et brûler. » Moser a peur d'une disruption d'un processus de l'Aufklärung par une crise violente de la communication collective, illustrée de nouveau par la métaphore du feu. Le résultat de tout ça, une sorte de confrontation ultime pour Moser entre les lumières véritables et les lumières fausses. Et je cite pour une dernière fois son journal avant de conclure. L'affaire de celle-là,
Donc, les lumières véritables et la lumière, la vérité, la croissance et la propagation de l'harmonie, l'ordre, le calme et la paix dans et sur tout le genre humain. L'affaire de celle-ci, donc les lumières fausses, c'est l'aveuglement au lieu de l'illumination, c'est l'envoûtement au lieu de l'instruction, c'est la destruction, c'est la discorde au lieu de la concorde, c'est l'insolence au lieu de la liberté, c'est la confusion malicieuse des esprits et la séduction des cœurs humains. Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, l'imaginaire du feu apparaît dans le débat pour décrire une interprétation spécifique de la révolution médiatique à laquelle sont confrontés les contemporains. Parler du feu, c'est souligner que la communication médiatique mobilise des émotions fortes plutôt que la discussion mesurée et favorise la mobilisation imminente du public plutôt que son éducation à moyen terme. Parmi les contemporains, il y a de ceux qui font l'éloge du feu. Par exemple, on trouve de tels propos parmi les écrivains comme Linguet qui exploitent la révolution médiatique à leur propre fin, pour se donner un nouveau rôle par la relation nouvelle qu'elle semble permettre avec un lectorat plus large, mais aussi pour critiquer les limites des stratégies de communication des élites éclairées, qui tendent à exclure une grande partie de la population. Plus souvent, pourtant, le feu transporte un jugement critique. On l'employait pour dénoncer un abus ou critiquer une exagération des lumières. Dans le pire des cas, le feu véhiculait la crainte que le processus des lumières soit perturbé par des forces néfastes, les émotions, la violence, le spectacle, le chaos. Qui a raison, les lumières ou le feu? Les deux, je dirais, ou peut-être ni l'un ni l'autre. Ce que j'ai voulu proposer dans mon intervention, c'est un jeu de perspective qui nous montre la difficulté de se prononcer catégoriquement sur les enjeux de telle ou telle façon de communiquer. Par rapport aux extrêmes élitistes ou populistes, les citations de Mozart et de Voltaire par lesquelles nous avons commencé ont déjà deux positions plus complexes qui se complètent d'ailleurs. Parfois, comme le dirait Mozart, il faut faire son mieux pour ne pas enflammer le débat. Mais en d'autres occasions, nous pourrions dire, avec le mot de Voltaire sur Linguet, que nous avons besoin d'un peu de feu pour éclairer. Merci.